Ah, ça, j'aime bien. Le classique, je vais peut-être dû commencer par ça, l'argent, la culture, le réseau. Je vais vous montrer finalement, on va voir ensemble finalement les différents leviers du statut. Ok, imaginons que voilà, il y a des leviers du statut. J'en ai identifié 21. J'en aurais pu en identifier bien plus. Et on va les voir un peu ensemble. Attends, hop, très bien. Ce que je vais essayer aussi de faire, c'est d'avoir un regard sociologique dessus et d'avoir un regard un peu moderne et propre au XXIe siècle, d'accord? Alors, premier point sur finalement les leviers du statut social. On commence par le truc un peu basique, c'est peut-être pas basique. D'ailleurs, c'est une liste. Excusez-moi. Je vais vous faire une liste qui n'est pas une liste hiérarchisée. Ok, c'est pas un ordre et le premier est plus important que le deuxième. C'est juste une liste désordonnée. Premier point, on va dire, dans les éléments du statut, c'est vos profils sociaux. LinkedIn, Instagram, trucs comme ça. C'est qu'est-ce que ça dégage, qu'est-ce que ça dit sur vous, qui vous suit. Genre sur LinkedIn, avec qui vous êtes en relation professionnelle, c'est très important. LinkedIn, vous dites aussi où est-ce que vous avez étudié, etc. Où est-ce que vous travaillez, quel est votre poste, quel est votre rôle. Sur Instagram ou ce type de réseau, ce qu'on va regarder, c'est quel est le nombre de followers que vous avez. Et c'est vrai que le nombre de followers aujourd'hui est un critère de statut social. C'est bizarre, c'est vrai que c'est surprenant pour la sociologie, on va dire, un peu à l'ancienne, mais finalement, vous pouvez ne pas avoir les codes de certains cercles, mais si vous avez 10 millions de followers, vous avez 10 millions de followers. On dira, il fait quoi, lui? Il a 10 millions de followers. Ah, pardon, je savais pas, excusez-moi. Oui, il y a ce truc-là. Petit 2, l'argent. L'argent, en fait, paradoxalement, on pense que c'est le plus important et en fait, c'est peut-être le moins important ou un des moins importants. Pour avoir une idée, je crois que les dénominations, c'est High Net Worth Individual, donc HNW, il faut avoir $1 million. Après, tu as Very High Net Worth Individual, c'est $5 millions. Après, Ultra High Net Worth Individual, c'est $30 millions. Et je sais plus combien il y a précisément, je pourrais vous retrouver ça, mais ça sous les vidéos de millionnaires dans le monde. Mais je crois qu'en fait, quand vous êtes à 30 millions, je vais voir si je peux vous retrouver le truc. Donnez-moi un instant. Si je peux vous retrouver le chiffre en 2 secondes. Est-ce que je peux vous retrouver le chiffre en 2 secondes? Ouais, je l'ai. Alors, des gens qui ont entre 1 et 5 millions de dollars, il y a 14,8 millions de personnes dans le monde. Sur quoi? On est 7 milliards, comme ça? Ok. Des gens qui ont entre 5 et 30, il y a 1,5 million de personnes dans le monde. Et des gens qui ont qui ont 30 millions et plus, il y a 0,16 millions de personnes dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 160 000 personnes worldwide qui ont plus de 30 M. C'est que dalle, en fait. Ça va vite. Vous voyez? C'est que vous avez, vous passez entre 5 et 30. Donc, vous travaillez bien, vous suivez les programmes, vous êtes un bon soldat. Vous êtes entre 5 et 30. Et il y a 1,5 million de personnes dans le monde qui sont dans votre cas. C'est que dalle, hein. Ça fera pas du Bitcoin pour tout le monde, ça. Ce qui est important, en fait, avec l'argent, et c'est le point suivant, c'est finalement d'où vient cet argent. Est-ce que c'est de l'argent hérité? Est-ce que c'est en gros de la old money? Est-ce que c'est de la new money? Est-ce que c'est de l'argent que vous avez créé? Et ça n'a pas la même signification. L'expression nouveau riche est très péjorative en français parce qu'en fait, la France est un pays qu'on pense sclérosé. Et si les élites en France, il y a bien un truc qu'elles aiment pas, c'est que d'autres gens fassent partie de l'élite que eux et pas leurs enfants, que quelqu'un puisse remplacer leurs enfants dans, je dirais, les hautes sphères, façon de parler. Et donc, nouveau riche, c'est une manière de signifier nous voulons pas que d'autres personnes puissent devenir riches et puissantes parce qu'on veut garder ça pour nous, nos copains et nos enfants. Donc, en fait, ce fait qu'on y pense, l'expression nouveau riche, c'est, en fait, un nouveau riche, c'est la preuve que la société fonctionne bien. Une société qui fonctionne, c'est une société où une personne peut naître pauvre et devenir riche, ou naître riche et devenir pauvre. Ça, c'est une société qui fonctionne. Fondamentalement, ce qui compte, ce ne sont pas les inégalités. Okay, les gens qui regardent les inégalités, ce sont des incultes et des débiles. Ou qui les regardent, je dirais, en mode arrêt sur image. Ce qu'il faut voir, c'est voir les inégalités dynamiquement. Est-ce que les riches deviennent plus riches, que les pauvres deviennent plus pauvres? Est-ce que finalement, les pauvres améliorent leur situation plus rapidement que les riches? Si oui, c'est pas de souci. Tu vois, c'est que si le jour 1, le riche, il a 1, le riche, il a 10, le pauvre, il a 1, et que le jour 2, le riche, il a 11, et le pauvre, il a 2,
bah, le pauvre, il a eu une croissance de 100%, le riche, il a eu une croissance de 10%. Donc, dynamiquement, la situation est beaucoup plus favorable pour le pauvre que pour le riche. Ça, évidemment, le gauchiste de base, Mélenchon, ne comprend pas. Et après, l'autre question, c'est est-ce que, fondamentalement, bah, on peut naître pauvre et devenir riche et inversement? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Un mec qui est riche, c'est quelqu'un qui répond oui à cette, enfin, un mec qui est nouveau riche, pardon, c'est un mec qui répond oui à cette question. Et c'est donc le signe que la société et l'économie fonctionnent, en fait. En fait, c'est très, très sain, les nouveaux riches. Contrairement à ce qu'on croit, il faut des nouveaux riches, c'est super important. On peut être fier d'être nouveau riche, c'est important. Ok, faut le revendiquer, on les emmerde. Et c'est surtout, c'est en étant riche, en étant un nouveau riche, même en étant complètement bling bling et con, si c'est ce que vous voulez faire, eh bien vous signifiez que, je suis la preuve que la société fonctionne, donc dis-moi merci. Donc, est-ce que c'est de la new money, est-ce que c'est de la old money, donc la nouvel argent ou de la vieille argent? Est-ce que c'était obtenu par le travail? Est-ce que c'était obtenu par le capital? Est-ce que c'était obtenu par l'entrepreneuriat? Du coup, ça mène au point suivant. Le point suivant, le point 3, qui est très important dans le statut, c'est qui est votre employeur? Alors, si on est en mode corporate slut, plus son employeur, il va être en mode Goldman Sachs, JP Morgan, Google, Meta, OpenAI, maintenant, c'est la mode. Ah ouais, mon fils, il travaille chez Google. Ah ouais, tu te rends compte, il vient d'avoir un poste chez Microsoft. Après, Microsoft, c'est même plus sexy. Google, c'est sexy. Microsoft, c'est plus sexy. Ah ouais, tu sais que le fils à machin, maintenant, il travaille chez OpenAI à San Francisco, machin. Tu vois, c'est important dans l'espace social. Il y a l'employeur. Avec l'employeur, il y a la question de ta place dans la hiérarchie professionnelle. Quel est ton job, quel est ton poste, quel est ton rôle. On peut aussi voir combien de personnes sont sous tes ordres. Il y a combien de gens qui sont au-dessus de toi, combien de personnes qui sont en dessous de toi. Très important en termes de statut, de positionnement dans l'espace social. Depuis peu, il y a finalement le rôle de l'entrepreneur. Et c'est assez, on va dire que le fait qu'être entrepreneur soit sexy dans l'espace social, c'est pareil, c'est très nouveau ça. Ça a 10 ans. Je sais pas si vous voyez, il y a cette scène dans le film de Social Network où il y a Sean Parker qui ponce une meuf et il se réveille le matin. Il est joué par Justin Timberlake. Il se réveille le matin et la meuf lui demande ouais, tu fais quoi dans la vie et tout. Non, dans la vie, tu étudies quoi? Le mec il fait j'étudie pas. C'est pour ça que t'étudies pas. Bah lui il dit non, je suis pas à l'université. Elle dit ah t'es pas à l'université, mais du coup tu fais quoi? Et il dit I am an entrepreneur. Et la meuf en gros elle baisse ses bras, elle dit ah ok donc t'es au chômage. Parce qu'en fait c'est ce que ça voulait dire. C'est qu'un entrepreneur c'était un mec qui ouais en gros il a pas réussi à trouver un job dans le système, il a pas réussi à finir ses études, donc voilà c'était un peu un cassos qui dit ouais je suis entrepreneur, je suis libre et tout, mais pour de vrai c'est un cassos quoi. Et peut-être depuis une dizaine d'années un petit peu plus, mais la perception a changé. C'est très valorisant socialement d'être entrepreneur. C'est super valorisant socialement d'être entrepreneur, quoi. C'est que voilà, maintenant, Marie-Astrid et Charles-Henri, ils sont ravis que leur fils, que Charles, il est entrepreneur. Oui, Charles est entrepreneur, il est entrepreneur façon BPI à la station F à se branler. Oui. Mais, alors ça, en termes de profit, il n'y a rien, mais en termes de prestige, dans l'espace social, ça marche. Donc, être entrepreneur, traduction, ne pas avoir d'employé, c'est important. Enfin, ça a pris sa place dans l'espace social. L'autre question, avec la question de l'employeur, on peut aussi en venir à est-ce que tu travailles pour l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui travaille pour toi? Tu vois, c'est aussi un peu un truc, quoi. Est-ce que tu es encore quelqu'un qui travaille pour l'argent? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait travailler l'argent pour toi? C'est que tu dis, ok, bah moi, je gère mon family office. Un family office, c'est en gros les familles très riches, les grandes fortunes, elles mettent leur argent dans un fonds qui s'appelle un family office. Si tu dis, voilà, je travaille pour mon family office. En fait, sinon, l'argent travaille pour vous, c'est pas vous qui travaillez pour l'argent. Bon. Point numéro 4, les montres. Les montres, c'est le truc auquel tout le monde pense. Quand on parle de statut social, les gens, ils pensent montre, ils pensent Rolex, ils pensent, je sais pas, Audemars Piguet, Patek, Richard Mille, etc. Et c'est vrai que les montres sont une manière de signifier votre niveau de richesse matérielle, mais aussi votre appartenance sociale. C'est si vous êtes un grand bourgeois, vous n'allez pas porter une Rolex. Vous allez porter, je sais pas, plutôt une Patek, mais pas une Patek Nautilus. Vous allez avoir une Patek qui est pas un modèle iconique, classique que vous trouvez sur Instagram. En fait, par définition, les montres que vous voyez sur Instagram, c'est des montres pour cassos, pour nouveaux riches, pas pour des gens qui ont la subtilité. Alors certes, la Patek Nautilus en or, elle dit que vous avez plein de fric. Ça coûte quoi? Ça coûte 250 000 balles, un truc comme ça. Mais elle dit aussi que il y a pas longtemps, vous n'en aviez pas de l'argent, que vous venez pas d'un milieu riche.
C'est pas grave, mais c'est l'info que ça donne. Vous avez par contre une tourbillon, machin, Patek, bidule, rare que personne ne connaît et personne de loin, sauf un connaisseur, voit que c'est une Patek. Ça dit que vous avez beaucoup d'argent, mais ça dit aussi que vous connaissez, que vous êtes raffiné, et donc probablement vous faites partie de cercles sociaux qui ont ce degré de capital culturel, parce qu'on en vient pour Dieu, et finalement on va dire de subtilité, de compréhension, quoi, de ces codes. Donc voilà, finalement la montre, il y a le prix, il y a aussi finalement, est-ce que c'est un modèle qui est célèbre, pas célèbre? Est-ce que c'est un modèle qui est, on va dire, qui est Instagram friendly ou pas? Si c'est Instagram friendly, c'est nouveau riche. Donc voilà, c'est que vous n'avez pas, genre, vous débarquez avec votre Patek en or pour un truc de polo, ça marche pas. Les gens verront qu'en fait vous êtes un plouc qui veut se déguiser et qui hier n'avait pas d'argent. C'était une phrase que m'avait trouvé, qui m'avait fait une anecdote que m'avait raconté AH Hugo, enfin de Fiscalité Investissement. Il lui a raconté une histoire où c'était quelqu'un avec qui il avait travaillé, qui était je crois une grande fortune. Et donc, ils étaient au resto, et à côté, il y avait un couple, donc, de gens probablement qui venaient de gagner au loto, une connerie comme ça, quoi. Et le mec avait je sais plus si c'était Patek ou de Marpiguet, on s'en fout, qui était en or rose, les diamants, les machins, les trucs et tout. Donc, le gars, donc le collègue, l'employeur, je sais plus, de AH, dit, ah ouais, vous avez une belle montre, monsieur. Et le mec, il fait, oui, voilà, donc c'est une Patek, machin, modèle bidule, truc muche, donc il parle, ça montre. L'autre, il pose des questions, justement, d'être intéressé. Ah ouais, vous avez réussi à l'avoir, ça, c'est un modèle rare, non? Oui, c'est un modèle rare et tout, machin, mais bon. Et à la toute fin, le mec lui dit, vous savez, il y avait des manières moins chères de montrer que vous n'avez pas toujours eu de l'argent. Là, c'est KO! Tu vois, c'est, et, massacre social. En termes de statut, c'est une boucherie. En termes de statut et de frame, c'est une boucherie complète. C'est ça l'espace social. C'est violent l'espace social. Donc la montre dit beaucoup de choses. Et finalement, il y a aussi le fait de matcher la montre avec une circonstance. C'est ok, vous êtes en mode casual, vous pouvez avoir une montre entre guillemets un peu métallique, machin, Rolex et tout. Vous êtes plus sur un truc chic, formel. On va peut-être plutôt attendre une montre carrée qu'un bracelet en cuir. Des conneries du genre. Vous débarquez avec la G-Shock comme moi. C'est compliqué de savoir si vous êtes un débile, si vous foutez la gueule des gens, ou si vous êtes un débile qui se fout la gueule des gens. Bah, je vous laisse choisir. Mais j'aime ma G-Shock. Elle est pas belle cette G-Shock? Il y a un petit motif militaire et tout. C'est classe, hein. Ça coûte 100 balles. Et c'est une manière de dire fuck you. Donc, les montres, très important pour le statut social, surtout pour les hommes. C'est que la femme a pas mal de moyens elle peut avoir les sacs, elle peut avoir les bijoux, etc. Les bijoux pour un homme, bof. Enfin, ça marche pas pour tout le monde, ça marche pas dans tous les cercles, ça marche pas dans tous les contextes, le bijou. Par contre, la montre, c'est vraiment transversal. Quel que soit le cercle, quel que soit le contexte, il y a une montre, on peut porter une montre et ça dit quelque chose. Même quand vous faites de la putain de plongée, vous pouvez avoir une montre. Numéro 5, tout ce qui va être alcool, cigares, vin, etc. Pareil, est-ce que vous savez apprécier est-ce que vous pouvez vous payer ces trucs-là? En gros, il y a je prends du cognac hors de prix et je prends un cigare à 200 balles le cigare pour être comme Top G. Ok, pourquoi pas? Ça donne une information. Après, il y a la question de est-ce que vous savez reconnaître un vin? Est-ce que vous savez commander le bon vin? Est-ce que vous savez savourer un vin? Est-ce que vous savez quel type de vin, quel type de goût ou de je sais pas trop quoi là qui match avec certaines nourritures? Et c'est vrai que la compréhension, surtout on va dire en Occident, la compréhension de l'alcool et comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut consommer, où, comment, etc. Et où des cigares, c'est aussi une manière de se différencier socialement ou de signifier son appartenance. Pensez genre à Patrick Abitbol dans La Vérité si je mens. Il est là avec son cigare comme ça, en train de rouler dans sa Rolls-Royce avec le cigare. C'est bien de dire bonjour, le cigare, ça sert à dire bonjour, j'ai de l'argent. Bonjour, je suis un connard de riche. C'est une manière de le signifier. D'ailleurs, il y a une question avec le cigare, c'est dans quel contexte vous fumez un cigare. Si vous fumez un cigare chez vous tranquillement dans votre jardin, c'est pas la même chose que fumer un cigare en public. Fumer un cigare en public, il y a un côté très démonstratif. Ne serait-ce que par l'odeur qu'un cigare. Okay. Donc, tout ce qui est vin, cigare et tout, j'aurais du mal à aller plus loin dans ces détails-là parce que je ne fume pas de cigare et je ne bois pas d'alcool, enfin, ou quasiment jamais d'alcool, donc genre un verre de vin par an. Donc, je peux pas trop vous dire spécifiquement. Mais le vin, ça témoigne de votre... Si on prend l'alcool et le cigare, ça donne une info sur qui vous fréquentez, donc votre capital social. Ça donne une info sur votre degré de compréhension de ces produits et d'appréciation de ces produits, donc le capital culturel. Et ça donne une information sur votre capital économique. Est-ce que vous pouvez vous payer des vins à 5000 balles la bouteille? Ok, ça donne une info.
Et d'ailleurs, le statut social du con en boîte de nuit, c'est des bouteilles de champagne à 10 000 balles la bouteille. Vous voyez la bouteille dorée, là? Comment ça s'appelle la bouteille dorée, là? C'est pas Armand de Brignac, une merde du genre, la bouteille dorée? Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Armand de Brignac. Armand de Brignac, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je crois que ça s'appelle Armand de Brignac. Attends, je vais voir si c'est Armand. Je crois que c'est ça, hein. La bouteille qui est dorée. Armand de Brignac. La bouteille dorée. Ouais. La bouteille dorée, je crois que ça appartient à Jay-Z et ça vient d'être repris à 50% par LVMH, il y a un an et demi. Et l'histoire, c'est que les rappeurs américains, ils adoraient asperger leurs compagnes et leurs potes avec du champagne. Et c'est la légende qui veut ça. Il y aurait le patron, je crois que c'était de Cristal, qui a dit oui, bon, moi, Jean-Charles, troisième du nom, j'apprécie pas beaucoup de voir ces peuplades bizarres que je veux surtout voir loin de moi, de ma fille et de mon manoir. Oui, parce que c'est pas forcément les gens les plus tolérants du monde. J'irais gaspiller, ce nectar qu'est le vin, quoi. Bref, le type, entre les lignes, a balancé le truc le plus raciste du monde, quoi. Et la réponse du coup de Jay-Z, c'était de dire ok, bon bah si c'est comme ça mon pote, je vais m'acheter ma marque de champagne et je vais la marketer comme je veux et je vais la mettre dans mes clips, dans la file à mes potes. Et finalement, la bouteille de champagne dorée est devenue un statut social pour les gens qui veulent flexer en boîte de nuit. Évidemment, personne de sérieux qui apprécie le vin boit cette merde. Et c'est pas grave, c'est pas la fonction. C'est pas supposé être bu, c'est supposé être montré et aspergé. Donc ouais, c'est pareil, très profonde violence sociale du patron de cette marque de champagne qui, derrière, selon la légende, est finalement une marque de racisme absolu. Mais le racisme est une forme d'expression de mépris, d'habitude dans certains cas, d'appartenance ou de non-appartenance, je dirais aussi à une forme de milieu qui est pas seulement ethnique mais aussi social. Bon. Non mais l'espace social, il est violent, hein. Ok, donc le vin, tout ce qui est alcool, vin, cigare, ça dit beaucoup de choses. Vous vous rendez compte à quel point le nombre de choses qui ont énormément de signification dans plein de domaines différents. Et vraiment, c'est une manière aussi de se reconnaître, hein. C'est comment vous savez que quelqu'un fait partie de votre groupe social. Comment vous savez instinctivement que ce mec, il fait partie de mon groupe. Les gens sont attirés, apprécient ce qu'ils sont. C'est l'habitus, n'oubliez pas. Roméo et Juliette. Il y a deux manières de voir Roméo et Juliette. Il y a la vision complètement conne et il y a la vision réaliste. La vision complètement conne de Roméo et Juliette, c'est l'amour impossible. Donc Roméo et Juliette. Roméo peut épouser n'importe qui sauf Juliette. Juliette peut épouser n'importe qui sauf Roméo. C'est l'amour impossible. C'est le désir ou le plaisir dans la transgression. On va transgresser l'ordre social établi, tomber amoureux, essayer de se marier et crever comme des cons. Ça, c'est la version conne de Roméo et Juliette. La version réaliste de Roméo et Juliette, c'est quoi? C'est la première phrase du bouquin, c'est quoi? La première phrase du bouquin, c'est un truc du genre deux familles égales en richesse, en dignité, en machin, en bidule. Par définition, il y a deux familles qui sont identiques. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux qui sont identiques. Et finalement, chacune de ces familles a un rejeton, un enfant, une progéniture qui est en âge de procréer et de se marier. Roméo d'un côté, Juliette de l'autre. Et finalement, comme il n'y a pas d'autres familles, ils ne peuvent que être attirés l'un par l'autre. Parce que Juliette, elle va pas se taper un rocker et Roméo, il va pas aller voir la fermière du coin. Vous voyez? Donc, ils sont un peu condamnés, Roméo et Juliette, à se marier, en fait, à être attirés l'un par l'autre. Et surtout, habitus social, ils désirent ce qu'ils sont socialement. Et comme il n'y a que deux familles, putain, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, la version réaliste et sociologique de Roméo et Juliette, c'est que c'était un amour qui était prédestiné sociologiquement, et ces teubés n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est la version réaliste. Bon. On continue. 6. La nourriture et les manières. Donc en fait, la nourriture c'est une chose. Donc qu'est-ce qu'on commande, comment on la commande, etc. Qu'est-ce qu'on mange chez soi, qu'est-ce qu'on mange à sa table quand on reçoit des gens. Qu'est-ce qu'on fait comme bouffe. Ouais, c'est pas. Ouais, je sais pas ce qu'il y aurait comme analogie cinématographique du bourgeois pour prendre des extrêmes, mais bref. Mais après, autour de la nourriture, ce qui compte c'est comment vous mangez. Quelles sont vos manières. Est-ce que vous savez utiliser les couverts à la con. Et c'est dit beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est pas mieux de manger comme un noble. C'est juste une manière de signifier que soit vous faites partie de ces gens-là, soit vous savez vous dissimuler et simuler une appartenance. Donc la manière de manger, la manière d'utiliser des couverts, la manière de se tenir à table, enfin tous ces trucs-là, quoi, c'est aussi des marqueurs sociaux. Ça signifie énormément de choses sur qui vous êtes, d'où vous venez. Et croyez-moi, pour avoir quelques potes un peu bourgeois et un peu blindés, instinctivement, ils savent d'où vous venez. Vous mangez, vous pensez manger comme eux, vous voyez pas la différence.
eux, ils voient la différence instinctivement. Instinctivement, ils savent que vous faites pas partie du milieu social, que vous n'êtes pas dans les mêmes écoles, que vous n'avez pas eu la même éducation. Ils le savent. Vous ne savez pas qu'ils le savent. Eux, ils le savent. Parce que des petites règles à la con, manière de mettre la serviette, quel couvert vous prenez, je sais pas. Mais il y a des règles comme ça. Donc, pareil, le repas est un moment profondément social. D'ailleurs, truc con, mais je crois que c'est dans Influence et Manipulation qu'il y a cette anecdote. Les levées de fonds se font toujours lors de repas. D'abord, on va inviter des gens à un repas, et en fait, sous le prétexte de ce repas ou après ce repas, on va lever des fonds pour des projets politiques ou des projets de charity ou humanitaires. Vous voyez. En fait, le repas est un lieu finalement social. Le fait aussi d'inviter quelqu'un à un repas, c'est aussi une manière de poser un cadre. Tu es invité chez une personne, donc tu es finalement dans son cadre à lui, sa maison à lui, ses règles à lui. Donc il y a une dynamique sociale. Le fait d'inviter en retour, on est sur le principe de réciprocité que vous retrouverez également dans Influence et Manipulation. C'est très très chargé en règles. Tout ce qui touche à la bouffe, quoi. Et si on va vraiment vers le repas, t'as même dans les traditions asiatiques, les repas ou les cérémonies de mariage, par exemple, c'est super important. Plus vous pouvez inviter de gens, plus la bouffe est sophistiquée, plus il y a de bouffe pour plein de gens, etc. Plus c'est une manière de signifier votre place dans l'espace social. Donc en gros, il y a des abrutis qui se ruinent lors de mariage pour pouvoir signifier que voilà, ils ont un rang social particulier et ils veulent le signifier, quoi. Donc c'est vrai que la bouffe est profondément... En fait, la bouffe, c'est forcément profondément humain par nature. Historiquement, si on remonte à très très longtemps, obtenir de la nourriture, c'est déjà une question d'organisation et d'agencement entre les humains. Vous voulez buter un mammouth, vous êtes seul, ça va être chaud. Donc déjà, il faut être à plusieurs. Qui dit plusieurs dit qu'il y a forcément un leader, un meneur. Il y a la question de savoir qui mange en premier. Chez les animaux, le lion, d'abord le lion mâle, il bouffe et la lionne, elle bouffe après. Ok, s'il reste pour les enfants, tant mieux. Mais je dirais, qui mange quelle pièce dans quel ordre, c'est aussi une manière de poser une hiérarchie sociale. On est un peu, on va dire, old school et voire animal, quoi. Donc nourriture très riche en informations, très riche en dynamique, très riche en frame. Voiture. La voiture, évidemment, c'est l'instrument, un des instruments privilégiés du statut social et de signifier finalement votre ascension sociale ou votre appartenance sociale. Typiquement, dès que vous avez du pognon, vous achetez une belle caisse, c'est tout le marketing de Porsche. Vous avez réussi votre vie, vous êtes cadre sup, vous avez bien bossé, vous êtes dentiste en province ou j'en sais rien, notaire de province, voilà, vous avez 50 balais, vous payez une Porsche, quoi. Donc la voiture, très important finalement dans le statut social. Si vous allez plus dans la culture américaine, la voiture est aussi un symbole de liberté, mais c'est aussi un symbole de, en fait, typiquement, si on remonte un peu à l'Amérique des années, je sais pas, des 60, 70 par exemple, c'est vrai que si vous avez une caisse, vous pouvez prendre la meuf et l'amener à une date, un rendez-vous au cinéma, etc. Mais il faut une voiture parce qu'aux États-Unis, dans la plupart des bleds, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport en commun. Pourquoi il n'y a pas de transport en commun aux États-Unis? Parce que le lobby du pétrole et de la voiture a flingué tous les projets de transport en commun aux États-Unis pour que tout le monde ait des bagnoles, pour qu'ils puissent vendre des bagnoles et du pétrole. Normal, les mecs, ils sont pas fous. Edouard Bernays, propaganda. Donc la voiture, en fait, même en tant que teenager aux États-Unis, c'est un statut social. C'est que t'as une voiture, donc tu peux aller baiser la meuf dedans, donc tu peux au cinéma. Ça a toute une signification. C'est très très riche en signification la bagnole. Après, en Europe, la voiture, c'est finalement votre voiture dit votre appartenance sociale. Est-ce que vous êtes sur une Mercedes machin? Est-ce que vous êtes sur une Lamborghini? Est-ce que vous êtes juste sur une caisse machin? En fait, la voiture, il y a des gens qui vont dire oui, mais non, mais moi, ce que je veux à travers la voiture, c'est juste un truc fonctionnel. C'est faux. Il y a très peu de cas où c'est vrai. La voiture est toujours là pour signifier quelque chose. Et ça peut signifier fuck you, hein. Moi, je roule en Toyota, c'est fuck you. Est-ce que je pourrais me payer une putain de Lamborghini Urus, machin? Ouais. Est-ce que je trouve que c'est joli, un putain de Lamborghini Urus? Ouais, c'est canon, j'adore. Je trouve ça magnifique. Mais, j'ai pas envie de m'acheter cette merde, quoi. Puis, de Dubaï, tout le monde a une Lamborghini, donc c'est vrai que ça compte plus vraiment, quoi. Mais, donc en fait, quand tout le monde a une Lamborghini, moi, comportement de rupture, je prends un Toyota pour faire fuck à tout le monde, quoi. Et puis l'argent, je le fous dans des trucs qui rapportent du cash flow. Et après, ce cash flow, il fera que je serai libre et que je pourrai payer des gens pour apprendre à mes gamins à bouffer avec des cuillères en argent et se comporter comme Charles-Henri. Ça se trouve, c'est utile, j'en sais rien. L'issue du cours nous dira si c'est utile ou pas. Donc la voiture, pareil. Quel modèle de voiture? Quel est l'âge de la voiture? Est-ce que vous avez un chauffeur ou pas? Qui la conduit? C'est un marqueur social très important. L'art. Est-ce que vous possédez de l'art? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous possédez de l'art? Est-ce que vous comprenez l'art? La compréhension de l'art, c'est du capital culturel. La possession d'art,
c'est un mix de capital culturel. Qu'est-ce que vous avez acheté, comment vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous avez choisi comme art chez vous, et c'est aussi un marqueur de on va dire de capital social, parce que finalement ceci, est-ce que vous rencontrez des gens qui peuvent vous faire, vous éduquer à ça, est-ce que vous pouvez avoir accès à, je sais pas, des enchères, des machins, des ventes, etc. d'art, et forcément capital économique, est-ce que vous pouvez vous payer de l'art, quoi. Et pareil, l'art dit beaucoup de choses sur vous. Euh, euh, Si vous prenez un truc, il y a un truc qui s'appelle Eden Gallery. Ils sont partout dans le monde. Eden Gallery, ils sont super forts, les mecs. Ils vendent fondamentalement de la grosse merde. Ils vendent de l'art. Alors, c'est un pote juif qui me l'a dit, donc je vais le dire. C'est de l'art juif. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, donc lui il a le droit de le dire. Vous voyez, c'est comme il y a certains mots qu'on peut utiliser que quand on fait partie de cette ethnie. Bon, bah là c'est un peu pareil. Et en gros, ils vont avoir des artistes comme Alec Monopoly, Alec avec un C, Monopoly, et c'est que en gros du pop art surpricé à 1000 fois sa valeur. Comment on définit la valeur de l'art? La valeur de l'art, c'est très simple. Ça se détermine en vente aux enchères. C'est la vente aux enchères qui détermine la cote d'un artiste. La vente aux enchères, c'est pas la vente en mode au téléphone ou de gré à gré. Non, non. C'est la vente aux enchères qui détermine c'est quoi la cote d'un artiste. Tous les artistes de Eden Gallery, quand ils sont vendus en enchères, ça part à 200 balles. Quand ils sont vendus en galerie Eden Gallery, ils vendent le tableau entre 20 000 et 100 000 balles. Et fondamentalement, ils valent 200 dollars, en fait. C'est la cote officielle du marché de l'art. Elle dit, ça vaut 200 balles. Mais, ils vont mettre ça à Mykonos, Saint-Tropez, Dubaï, Soho, New York, etc., machin. C'est très pop. Tous leurs vendeurs, c'est des très bons closers. Et ils vont vendre des croûtes, en gros, à 100 000 balles. Tu mets ça chez toi, ça dit quoi? Ça dit que, fondamentalement, t'as de l'argent, mais t'as aucun capital culturel. C'est un peu comme la pâté Condor, en fait. Et pourquoi pas? Avec Monopoly, moi je suis fan, hein. Je trouve ça super joli. Est-ce que je trouve ça chez moi? Non, parce que ce que ça signifie, c'est que je suis un débile qui comprend rien, mais je trouve ça joli et amusant. Sur Instagram, il vit sa meilleure vie, le mec. D'ailleurs, en termes de marketing, très bon, les mecs, hein. Avec Monopoly, super marketing, Eden Gallery, super marketing, super closing. Je sais pas si on est bon produit plus marketing bourrin égale dollar, dollar, dollar. En tout cas, marketing bourrin, on y est. C'est un peu, ouais, le B2B dans l'art, quoi. 9. Le zip code. En français, le code postal. Où est-ce que vous vivez? Dans quel quartier vous vivez? Dans quelle tour vous vivez? Dans quel Ça fait penser à la blague dans ah putain, ça s'appelle comment là, le truc avec Omar Sy, le mec en chaise roulante là, Intouchable. Dans Intouchable, où le mec il lui dit où le riche là, il met de la musique et il dit mais vous connaissez Berlioz et Omar Sy il dit vous me demandez si moi je connais Berlioz. Vous connaissez vous qui vous connaissez qui vous à Berlioz? Quel bâtiment? Quel truc? Le mec il m'attendait, mais avant d'être une tour HLM, c'était un compositeur. Le mec il fait je sais, je me fous de votre gueule quoi. Très bonne scène d'ailleurs ce truc là. Donc le zip code, là où vous vivez, pareil, ça signifie énormément de choses. Il y a les quartiers, les machins, est-ce que vous êtes dans une province, est-ce que vous êtes dans la capitale, dans quelle capitale vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt, genre, on va dire Paris rive gauche, un peu culturel bobo, Paris rive droite, plutôt vieil argent, droitard, sarkozyste, est-ce que vous êtes en banlieue, dans quelle ville, pays, quartier vous vivez, ça donne une information. Quand vous vivez à Dubaï, quand vous dites que vous vivez à Dubaï, on va dire que, d'ailleurs, quand vous dites que vous vivez à Dubaï, la réaction sera très différente. Il y a plein de gens qui diront, ah, super, trop bien, parce que eux, leur groupe de référence, des influenceurs, des dropshippers un peu ghetto, qui sont à Dubaï, donc ils vont se dire, ok, tous les mecs cool, ils sont là, donc tu vis à Dubaï, donc t'es cool. Vous allez voir Charles-Henri, vous dites que vous vivez à Dubaï, il va dire, Dubaï, mais ça manque de culture, c'est artificiel, tu vois. Je dis oui, prends ta culture, tu la roules, tu la mets dans ton cul, ton pays, il prend la flotte, il est en train de cramer, et tes gamins, ils se font égorger dans la rue, mais on a de la culture. Bientôt, tes musées seront rachetés par le Qatar pour faire des stades de foot, quoi. Mais bon, il y a de la culture. Mais vous voyez, ça déclenche des choses. Alors, le point 10, ça va être les résidences que vous avez. Est-ce que vous avez une résidence principale? Est-ce que vous avez une résidence secondaire? Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez finalement des lieux de villégiature, je crois qu'on dit comme ça en français sophistiqué, dans différents endroits du monde? Est-ce que voilà, vous avez genre, en fait, typiquement, c'est une histoire que j'ai entendue via des... En fait, comme je passais par HEC, en fait, en prépa et en HEC, il y a que des mecs qui ont du fric. En prépa HEC et HEC, en gros, il y a moitié de fils de profs, enfin, moitié d'enfants de profs, moitié d'enfants de cadres sup. Il y avait une histoire comme ça qui est assez intéressante. Vraiment, je trouve ça fascinant, les humains, ça m'amuse beaucoup. Et le mec, il explique que voilà, il y a un tel
qui s'est acheté un chalet je crois à Courchevel ou Méribel. Je suis jamais allé là-bas, donc je connais pas trop. Parce qu'en fait, tous ces relations professionnelles, des grosses fortunes françaises, ont des gros chalets de bâtards là-bas. Et un chalet de bâtard là-bas, ça coûte 10 millions, 20 millions, c'est très cher, quoi. Et lui, en fait, il s'est juste acheté un chalet je crois que c'était à 5M, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, le chalet à 5M, c'est un chalet de merde par rapport au chalet à 30M, vous voyez. Et le gars, en fait, avait besoin c'est un daron, hein, le mec, hein, mais c'est le daron d'un pote. D'une connaissance plus qu'un pote. Et en fait, le daron avait besoin de se justifier. En disant, oui, mais en fait, nous, on attend de trouver vraiment un chalet qui nous plaît avec ma compagne. Donc, le temps de trouver quelque chose, on a pris ce petit truc, hein, mais c'est transitoire. Putain, fils de pute, tu t'es acheté un chalet à 5M. Kiffe, bordel. Non. Il a acheté un chalet là, parce qu'il faut avoir un chalet ici, parce qu'il faut être à côté des autres. Mais comme les autres ont un chalet qui est 10 fois plus gros, et qu'en fait, toi, tu peux pas te payer un chalet plus gros, et tout le monde sait que tu peux te payer un chalet plus gros, tu vas dire, oui, alors voilà, moi, c'est transitoire. Avec Marie-Astrid, on n'a pas vraiment trouvé ce qu'on veut. Si on veut quelque chose de typique, avec du charme, et on trouvait pas ça. Puis en même temps, on aime beaucoup venir à Méribel, Courchevel, donc on a décidé de prendre cette merde. Voilà. C'est marrant, hein, parce que ça fait faire des choses bêtes aux gens, le statut. Au lieu de se dire, je vous emmerde, je vais ailleurs, quoi. Vous voyez, je vais faire du ski à Dubaï. Je vais au Mall of Emirates à Dubaï, je vais faire du ski, les mecs. Je vais dans le désert. Dans le désert, on met un mall climatisé. Dans le mall climatisé, on met une piste gelée. Dans la piste gelée, on met un resto chauffé. Dans le resto chauffé, il y a un frigo congelé. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est pas le progrès. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon. Donc, les résidences, ça donne beaucoup d'informations sur, pareil, votre place dans l'espace social, etc. Et votre niveau de patrimoine et votre capital social. Est-ce que vous êtes à proximité de certains cercles? Évidemment, si tous les gens, on va dire, de la très très haute bourgeoisie petite thune, sont dans une station de ski particulière, et que vous vous dites, non, mais moi, je vais aller faire du ski à Kitzbühel en Autriche, bah ouais, socialement, vous développez pas votre capital social. Certes, vous préservez votre capital économique parce que vous n'avez pas acheté une merde, mais ça ne contribue pas à développer votre capital social. Donc, pas fou. Donc, arbitrage entre du capital économique et du capital social. Pas évident, hein. C'est peut-être que finalement, prendre un chalet de merde à 5M là-bas, ça permet d'être proche des mecs pétés de thunes, de dealer avec eux, et finalement, grâce au deal que vous faites avec eux, vous pouvez acheter un vrai chalet d'enculé 3 ans plus tard. Peut-être. Vous vous rappelez, une des notions en introduction, c'était les stratégies. Qu'est-ce qu'on veut maximiser? Donc, 11, critère numéro 11, les lieux de vacances. Donc, pas forcément un lieu où vous avez une résidence, où vous avez une propriété, mais un lieu où vous allez. Et ça, pareil, ça donne énormément d'informations. J'ai découvert un concept. J'adore. Il y en a deux des mecs. Il y en a un qui s'appelle Arlene Moore, et l'autre, il s'appelle Adam Horvitz. C'est comme ça. C'est fascinant, les humains. J'adore. Eux, leur positionnement, et j'ai mis du temps à comprendre, hein, c'est qu'en fait, ils sont cool. Et en fait, être cool, c'est un positionnement. Et donc, ils sont cool, les mecs. Et les gens cool, il y a un truc qui s'appelle le circuit. Et donc, à chaque moment de l'année, il faut être à un endroit spécifique. Donc, en gros, il faut être à Cannes pour le festival de Cannes. Après, il faut être à Mykonos pour je sais pas quelle merde. Après, il faut être à Tulum au Mexique pour je sais pas quel truc. Après, il faut passer à Dubaï une fois en hiver. En fait, il y a une forme de circuit planétaire comme ça, où à un moment, à un lieu précis, à un moment précis, il faut être là. Et si tu fais ça, et après, au sein de ce lieu précis, il y a à nouveau des moments et des lieux, donc tel jour ou telle soirée ou tel jour de la semaine, où il faut être dans telle boîte, dans tel resto ou dans tel quartier, j'en sais rien quoi. Et en fait, c'est tout un concept. Et les mecs, le Arlene Moore là, parce que j'ai analysé son business pour Entier Digital, parce que je trouve ça absolument fascinant. J'adore les humains, je vous jure, je suis fan de l'humanité. Et le mec, il vend une formation pour apprendre à être cool. Et tu connais le circuit. Et tu peux faire comme ça. Et c'est super intéressant. Enfin, sociologiquement, c'est passionnant, quoi. Et donc là, pareil, il y a vraiment cette notion de, tu vois, t'as les lieux de vacances, les lieux de villégiature, et il y a le circuit, quoi. Et c'est vrai qu'en fonction de votre milieu social, en fonction de votre capital culturel, votre capital social, votre capital économique, c'est différents lieux. En gros, Saint-Tropez, par exemple, l'été, c'est soit pour les gens brutalement millionnaires ou milliardaires, soit pour les kékés. Le mec qui est juste bourgeois plus, il va pas à Saint-Tropez. Il va aller ailleurs.
En fait, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, il y a des lieux qui ont une signification en fonction des différentes formes de capital. Donc, lieu de vacances, le circuit, c'est fascinant. Après 12, il y a l'accès à des clubs. Donc, il y a tout ce qui va être les clubs de riches, les country clubs, les machins, les bidules. Aux États-Unis, ce qui se fait beaucoup, c'est les clubs des facs américaines. En gros, tu vas voir le Harvard Club ou le Yale Club à New York. Et en gros, seuls des gens qui sont passés par Harvard, spoiler alert, il suffit de payer, spoiler alert 2, c'est putain de cher, peuvent aller à ce club. Et du coup, networker, assister à des événements, etc. Ce qui est hilarant, c'est que HEC essaie de faire pareil avec le club HEC, machin. C'est éclaté au sol, c'est flingué de chez flingué, mais c'est en mode, on va essayer de faire comme les Américains. C'est un peu la tragédie de l'HEC, ça. Mais c'est pas le sujet. Donc les clubs, ça peut être genre des clubs de gens qui ont des super cars. Moi j'ai un pote, il a une super Porsche, jaune canari, voilà. Et donc j'étais 3, 4, j'en sais rien, enfin un truc comme ça quoi. Et le mec, voilà, parce qu'il a une bagnole d'enculé, il rejoint un club où tout le monde a des caisses d'enculé. Et puis grâce à ça, finalement, il sympathise avec plein de gens qui ont plein de thunes, qui ont des business intéressants et qui sont tous passionnés pour avoir des caisses d'enculé. Et c'est pas inintéressant que ça. Donc les clubs, les business clubs, même quelque part les lounges dans certains aéroports internationaux, enfin, dans certains grands aéroports internationaux, ça compte. Donc le club. D'ailleurs, il y a même en sociologie un truc qui s'appelle les biens de club. Un bien de club, c'est un bien qui signifie ton appartenance à un cercle social. Vous prenez les Bored Ape NFT dans la crypto aujourd'hui, c'est une manière de signifier je fais partie des gens qui peuvent claquer 100 000 balles pour avoir un petit singe en JPEG sur la blockchain que je m'en fous de profil. C'est un club, c'est un bien de club, c'est un bien de signifier je fais partie de ce cercle. Toi, t'as pas le petit singe, tu fais pas partie du cercle. T'as raté ta vie, ok? Si à 21 ans sur la blockchain, t'as pas un petit singe, t'as raté ta vie. C'est comme la Rolex pour les autres. Enfin, il y a le classique, je vais peut-être dû commencer par ça, le dress code. Comment vous habillez? Est-ce que vous êtes en mode ghetto gangsta? Est-ce que vous êtes en mode geek? Est-ce que vous êtes en mode casual chic? Est-ce que vous êtes en mode coincé du cul? Évidemment, ce que vous portez dit énormément de choses sur vous. Et même quelque part, le fait dans le diable s'habille en Prada, il y a ce truc où la meuf, elle dit, oui, mais moi, ça me concerne pas trop, ça m'intéresse pas vraiment. Et la meuf lui dit, si. On a déterminé, nous, à travers nos études, qu'il y avait un segment de meufs qui comprenaient rien à rien, qui avait aucun goût, dont vous faites partie, et que ces gens qu'on a déterminés sociologiquement et culturellement pour toi, vont s'habiller comme ça. Donc, en fait, tu crois que tu es indépendante, et qu'en fait, tu t'en fous. Mais en fait, moi et mes collègues, on a décidé que toi, tu allais t'habiller comme ça. T'as pas choisi. D'ailleurs, si vous avez un doute, regardez les punks à chiens. Partout où vous allez en Europe, le punk à chien a la même veste en cuir, les mêmes godasses, le même fut, les mêmes conneries, la même crête à la con, les mêmes putains de chiens, même jusqu'aux chiens, ils ont les mêmes chiens, les mecs. Quelle est la probabilité que le mec en rébellion contre la société, en mode je suis indépendant, je suis rebelle, je décide de mes propres codes, arrivent tous à avoir la même putain de crête à la con et les mêmes chaussures? Non. Il y a des gens qui ont décidé que le punk, il y a des gens qui ont décidé que on allait avoir 0,01% de punk à chien, qu'ils allaient être dans les centres-villes près de la gare, c'est-à-dire des chaussures en cuir comme ça et une crête d'Iroquois de X centimètres vert, bleu ou rose. Fondamentalement. Et que jusqu'à la marque de gel est décidée. Ce qui est fascinant avec le punk à chien, c'est qu'il est intimement persuadé d'être en rupture par rapport à la société, que tous les autres cons sont des PNJ, des drones pilotés, mais pas lui. Et c'est tellement pas lui que le mec, il y a quand même des gens qui ont décidé pour lui où est-ce qu'il allait poser son cul, quel type de chien il allait avoir et la couleur de sa crête. C'est fascinant la société, hein. Comment on arrive à avoir les mêmes punks à chiens partout? Eh bien, un mec qui a décidé quelque part. Il y a bien des mecs dans des bureaux qui ont dit, bon allez, allocation punk à chien, je les veux comme ça, et c'était décidé. Franchement, ça va se demander si c'est pas une matrice ou un jeu vidéo, hein. Putain, pour avoir le même punk à chien dans toutes les putains de villes, qui a la même dégaine et le même putain de clébard. Mais quelle était la probabilité? Genre, si chacun d'entre nous, on dit, bon les gars, nos limites, on fait n'importe quoi, on court à poil dans la rue, on se badigeonne le corps de ketchup en faisant un hélicoptère avec sa bite, on fait n'importe quoi. Mais quelle est la probabilité qu'on fasse tous la même chose? C'est compliqué en fait. Ou alors ils font pas n'importe quoi. C'était décidé socialement pour eux. Parce que même au sein des punks à chiens, il y a un phénomène d'acculturation. Même au sein des punks à chiens, il y a un capital économique, un capital social, un capital culturel. Même au sein des punks à chiens. Partout. On n'y échappe pas. Ok?
Et ça fait réfléchir d'être même qu'un chien. Alors, 14. Les relations. Qui vous avez, qui vous connaissez, qui parle de vous, qui vous recommande, qui vous valide, qui vous invite. Est-ce que je peux inviter quelqu'un à cet événement? D'ailleurs, j'ai invité quelqu'un ce soir à bouffer. Je ne sais pas s'il m'a répondu. Ah, super. Il dit oui. Parce que monsieur a une vie sociale. Alors. Ok. Je dors une fois par semaine. Bon, il me fait un steak ce soir. Donc, les relations. Pareil, en fait, le fait d'aller valider une personne, c'est engager sa réputation. Si vous faites rentrer quelqu'un, vous introduisez quelqu'un, vous présentez quelqu'un à d'autres gens, que ce soit professionnel, amical, peu importe, vous engagez votre crédibilité, vous transférez votre crédibilité à cette personne. Ça se fait pas gratuitement, au sens qu'il y a des conséquences, il y a une signification. Vous ne pouvez pas toujours le faire. Il y a un nombre de points que vous pouvez faire, il y a un nombre de points que vous pouvez perdre, en dessous duquel plus personne ne vous fait confiance. Et votre parole et votre crédit, votre introduction ne valent plus rien. Donc, les relations, les recommandations, les validations, fondamentales. 15, culture, conversation. Champ lexical. Bon, là, du coup, on est vraiment dans le capital culturel de base de Bourdieu. Vos sujets de discussion, votre champ lexical, votre vocabulaire, la précision du vocabulaire, la gueule de vos phrases. Est-ce que vous avez utilisé des mots qui ont plus de 3 syllabes? Pas facile, hein, tout le monde n'y arrive pas de nos jours. Donc, culture, conversation, pareil. C'est une manière de, par définition, enfin, la communication par définition est ce qu'il y a de plus social et sociologique, quoi. 15, votre expertise. L'expertise, c'était, je vous rappelle quand je vous parlais d'Obama et de son urologue, ça va être le local star power. Est-ce qu'il y a un sujet où quand c'est votre sujet d'expertise, tout le monde ferme sa gueule parce que c'est vous le patron? Donc, quelque part, une manière finalement de booster son statut et d'asseoir quelque part son frame et gérer sa violence, sa violence symbolique, etc., c'est d'être un expert. Vous êtes un expert d'un sujet. Ok, la discussion va vers ce sujet-là, les regards se tournent vers vous, c'est vous le patron. Même si vous étiez le petit gros là au fond de la salle, dont personne n'avait rien à foutre il y a 5 minutes, tous les regards se tournent vers vous. Faut pas décevoir les gens. Donc, quelle est votre expertise? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous êtes une putain de star? Vous savez que quand j'avais quand j'avais commencé à faire la propagande pour les RX 2019, je crois, ça remonte. J'ai dit un des leviers qu'il faut développer, c'est avoir une expertise exceptionnelle. C'est quand vous êtes méga bon dans un sujet, c'est un peu une assurance contre le chômage, mais c'est aussi, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais je vous le dis ici, un statut social. Vous êtes foutrement bon, foutrement exceptionnel dans un sujet, vous êtes l'expert mondial d'un sujet. Ah, vous êtes l'expert mondial d'un sujet. Ça signifie quelque chose. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes l'expert mondial d'un sujet, ou dans les 0,01% world d'un sujet, on vous pardonnera d'être bizarre. On dira, ils sont comme ça, les experts. C'est ça, les artistes, hein. Je sais pas si vous voyez la phrase dans 99 francs où le mec il dit mais là notre créatif il va pas passer l'hiver s'il se prend comme cook dans le lait il va mourir. Et l'autre il dit c'est comme ça les artistes. C'est pas grave, on en trouvera un autre. Alfred Duller est un enculé. 17, ah ça j'aime bien. Les règles. Quelles règles vous suivez? Quelles règles vous violez? Quelles règles vous imposez? Ça dit beaucoup de choses sur qui vous êtes. Alors, je suis pas très bon en tout ce qui est séduction, machin et tout. Autisme oblige. Mais pour moi, la phrase que j'avais testée qui marche le mieux, c'est la meuf, elle me dit, tu vis où? Ben, je lui dis où je veux. Je fais ce que je veux, en fait. Tu vois, je m'en bats les couilles, quoi. Enfin, je suis pas comme ça, je dis avec plus d'élégance et de charme. Mais en fait, le fait de dire cette phrase, ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, je suis quelqu'un qui a mes propres règles. Ça dit quoi? Ça dit que je suis pas employé. C'est qu'il y a pas un employeur qui me dit, alors 8 heures du mat, tu dois être là, poinçonner ton truc, tu vois, et puis aller à la cantine à 12 heures. Non. T'as une pause café. Non. Ça dit, j'ai mes propres règles. Et en termes de statut, en termes de lifestyle, c'est extrêmement puissant. Donc, quelles règles vous subissez? Genre payer des impôts. Non, c'est mort, je vais à Dubaï. Quelles règles vous arrivez à imposer aux autres? Là, typiquement, on fait un cours, c'est moi qui impose comment vous pouvez communiquer. Vous savez comme moi que c'est interdit d'écrire dans le chat en majuscule ou de mettre 3 points d'interrogation à la fin d'une question, sinon je vous dégage et je vous démonte. J'impose mes règles. Je suis en capacité d'imposer mes règles. Momentanément, là, dans l'espace de ce cadre pédagogique, c'est moi qui impose mes règles.
C'est moi qui impose mon frame, vous voyez. Donc, le rapport aux règles, très important. 18. L'apparence physique. Posture, taille, ethnicité, dentition, chirurgie esthétique. Donc, votre apparence physique a un impact social. On sait très bien que les gens beaux sont mieux payés que les gens moches. On sait très bien que une femme, si possible séduisante, à crime égal, à casier judiciaire égal, sera beaucoup moins sanctionnée par la justice qu'un homme. Comme ça. On sait aussi que la justice et un jury, pour le même crime avec le même casier judiciaire, quelqu'un de laid sera davantage sanctionné que quelqu'un de beau. Il y a la statistique pour ça. Alors en France, les statistiques ne sont plus autorisées parce qu'évidemment, ça mettait en évidence trop de biais, voire de corruption. Mais aux États-Unis, ils font plein de statistiques là-dessus, c'est très drôle. Donc l'apparence physique, ça joue. 19, le charisme. Est-ce que vous voyez Ben Brafman? Ben Brafman, c'était l'avocat de DSK. Je crois que c'était aussi l'avocat de Martin Shkreli. Et Ben Brafman, c'est le gars, il fait 1m60, il est tout petit, il a un charisme de malade. C'est en gros l'as du barreau à New York. Et en gros, tu peux avoir fait les pires merdes de la terre. T'as Ben Brafman qui arrive, et ils sont avec un charisme de taré, une expertise de taré. Il te démonte tous les témoins, et t'es acquitté. Le charisme, ça contribue à ta position dans l'espace social. C'est vu que le monde, le charisme, ça détermine ta capacité à les séduire, ta capacité à négocier, ta capacité à inspirer confiance, ta capacité à diriger, à donner aux gens envie de te suivre, etc. Ok. Donc, 19, le charisme. 20, les diplômes. Ma théorie, c'est que ça va changer. Mais aujourd'hui, les diplômes ont une réelle signification sur ton capital social. Parce que si tu es allé à Harvard ou HEC, bah, tu as accès au réseau HEC ou Harvard. Capital culturel, parce que pour rentrer à HEC, bah, putain, t'as intérêt à être un peu cultivé, sinon ça va pas le faire. Tu peux être très bon en maths, mais ça suffit pas. Polytechnique, tu peux juste être bon en maths. Mais il y a toujours HEC, Sciences Po, l'ENA, l'ENS. Enfin, l'ENS façon littérature et compagnie, pas façon science, enfin vraie science. Voilà. Donc capital culturel. Comme les gens partent du principe qu'il y a un lien entre votre niveau d'études et vos rémunérations, ce qui était vrai par le passé, qui reste vrai aujourd'hui, qui sera probablement faux demain, le fait d'avoir des diplômes prestigieux de fac ou d'écoles prestigieuses, ça donne aussi une information et ça contribue, je dirais, à votre statut dans l'espace social. Également, ce qui compte beaucoup pour les gens, c'est l'éducation de leurs enfants. C'est de savoir que voilà, oui, mon fils est en prépa, ma fille est à Harvard, machin, ou est à Yale, c'est super important. Ça compte beaucoup pour les gens, surtout pour, on va dire, la old money, les bourgeois, etc. C'est important pour eux. Pourquoi? Parce que en fait, je fais une petite boucle sociologique. En fait, les études, ce qui se passe, c'est que dans les grandes écoles, je vous prends le cas de la France, dans les grandes écoles en France, il y a que des enfants de l'élite qui rentrent. Soit de l'élite, on va dire, intellectuelle et culturelle, par exemple les profs, qui par définition ont un niveau intellectuel et culturel supérieur à la moyenne. Peut-être moins vrai aujourd'hui, hein, mais par le passé c'était le cas. Soit c'est l'élite économique, les cadres. En fait, dans les grandes écoles, il n'y a que leurs enfants à eux qui rentrent. Ok, il va y avoir un boursier et un fils de paysan par an. Ok. Histoire de dire que voilà, c'est un peu comme j'ai un pote noir, quoi. Vous voyez, c'est à peu près à ce niveau-là, quoi. Et donc on met un paysan et un boursier tous les ans, comme ça on dit ah non, bah, pas du tout, nous c'est l'égalité des chances, la diversité, tout ça, quoi. Ah ouais, c'est possible, on met aussi genre des gens pas blancs, comme ça on peut dire attendez, on est super inclusif et tout, alors que les mecs ils le sont pas du tout, ils en ont rien à foutre, quoi. Et bref, du coup, en fait, on met genre un réfugié, une racaille, un paysan et un galérien. Comme ça, c'est bon, on a pris 4 places. Après, il y a que des fils de profs, enfin des enfants de profs et des enfants de cadres. Voilà, dans les grandes écoles en France. Et en fait, les grandes écoles, et après, à la sortie des grandes écoles, vous avez accès aux postes de direction dans les entreprises, dans les ministères, dans la politique, où vous voulez, quoi. Et quand la personne elle a un poste de direction, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi c'est elle qui est là? Et parce qu'elle a fait Sciences Po et l'ENA, mon brave. Est-ce que vous avez fait Sciences Po et l'ENA? Bah non, chef. Ah, c'est pour ça. Ah d'accord, chef. Okay. Donc en fait, l'école est un piège, est une couillonnerie. Enfin, le système éducatif est une couillonnerie complète,
pour perpétuer la domination de l'élite en faisant croire que c'est méritocratique. Pas fou les mecs. Liberté, égalité, fraternité. Hein. Donc, on fait croire que c'est méritocratique, mais attendez, il y a un concours, machin, tout ça. Tout le monde est jamais enseigne. Et puis on a un paysan, un immigré, un réfugié, un galérien. Donc attendez, vous pouvez pas dire que machin. Comment osez-vous? Mais en réalité, il y a une prédestination sociale, il y a une sélection sociale de gens qui sont issus des catégories socio-professionnelles élevées, pour qu'en fait leurs enfants, qui sont issus de ça, pour rester à des situations, en catégories socio-professionnelles élevées. Donc en gros, voilà, les enfants des profs et des bourgeois vont devenir profs ou bourgeois. Et on fait genre que c'est méritocratique et que c'est faire. Ça ne l'est pas. D'ailleurs, tout le système, alors à l'époque c'était admission post-bac. Aujourd'hui, ça s'appelle Parcoursup ou une merde du genre là. C'est complètement pipé. Les grands bahuts, dans le système des prépas, tous les grands bahuts parisiens s'arrangent entre eux de qui sera reçu où, etc. Et après, il reste 2 places. Il reste 2 places pour des gens qui sont vraiment sur une base méritocratique. Mais tout le reste, c'est les grands bahuts entre eux. C'est aussi une forme de circuit qui se refile les candidatures. Oui, alors tu me prends Marie-Astrid et Jean-Charles, et moi je te prends Bidule et machin là. Et puis du coup, quasiment toutes les places en prépa, elles sont trustées comme ça. Après, on va garder 2 places pour Kevin et Abdullah, quoi. C'est ça. Enfin, je veux dire, et on pourra dire, mais attendez, pas du tout. Regardez, on a Kevin et Abdullah, on est super méritocratique. J'ai pas envie de nommer les bahuts, mais c'est vraiment un monde de salopards, quoi. Et les pires des pires, c'est les bahuts catholiques, qui sont là en mode, nous avons des valeurs chrétiennes, d'accueil, de diversité, de mérite, machin. Ah ouais. Donc tes valeurs chrétiennes, elles ont sélectionné que Jean-Charles et Marie-Astrid. C'est marrant, quand même. C'est fascinant, hein. C'est beau, hein. On a le cœur, la main sur le cœur, là. Et ça marche vraiment comme ça. C'est abject. Le système scolaire français est abject là-dessus. Mais, derrière, vous avez fait des grandes écoles, vous avez le statut qui va avec, les passe-droits, les accès, le réseau, les 3 formes de capital culturel, développées dans ce système scolaire, social, développées dans ce système scolaire, économique, hérité des parents, ou obtenu à l'issue de ce système scolaire. Tadam, on perpétue les élites, on perpétue les inégalités. Je rappelle ce que je vous ai dit au début. Hein. Une société, elle est fair, une société, elle est réglo, une société, elle fonctionne si un pauvre peut devenir riche et un riche peut devenir pauvre. Si les riches, leurs enfants restent riches et les pauvres, leurs enfants restent pauvres indéfiniment, c'est une couillonnerie complète. Spoiler alerte, la France est une couillonnerie complète. 90% des millionnaires en France, sont des héritiers. C'est 20% aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Même peut-être plus. Je crois que c'est encore plus. Je crois que c'est 90% des millionnaires aux États-Unis sont self-made. 70% en Grande-Bretagne. En France, c'est que des héritiers. D'ailleurs, on peut même faire une petite théorie du complot. Hein. Ce qui empêche une personne de devenir millionnaire, c'est les taxes. Et à chaque étape, on te taxe tellement que tu peux pas monter en haut. Ce qui fait qu'un pauvre ne peut jamais devenir riche. Un riche, il peut devenir riche. Quand tu es riche, optimisation fiscale, avocat fiscaliste, etc. Un riche, il peut rester riche sans payer d'impôts. Enfin, un riche peut vivre sans payer d'impôts, en payant très très peu. Mais un pauvre ne peut pas devenir riche parce qu'à chaque étape, il se fait tellement démonter par les taxes qu'il peut pas accumuler du capital, il peut pas croître. Ok, il y a des miraculés, mais il peut pas en fait. Et quelque part, on peut se demander si la fiscalité, c'est pas une manière de s'assurer qu'aucun pauvre puisse devenir riche et que les riches restent riches, paradoxalement. Ça fait un peu Jean-Luc Mélenchon. Mais en vrai, il y a des arguments pour. 21. Point de vue masculin. Alors, on va dire plutôt votre partenaire de vie. Je vais prendre un point de vue masculin parce que je m'identifie comme un homme. La qualité de votre compagne, son apparence physique, sa beauté, ses manières, son éducation, sa manière de se comporter, est probablement le levier de flex le plus puissant. Tu peux avoir un mec qui a la montre à la con ou la Patek à la con. Si toi, t'as Miss Ukraine 2021, dans le game du statut, t'as gagné. Parce que l'autre là, Charles-Henri, Marie-Astrid qui suce avec les dents et qui tire la gueule, c'est quand même pas très drôle tous les jours. Alors que Miss Ukraine, ça c'est intéressant ça. Enfin, Miss Russie bientôt, mais passons, c'est pas le sujet. Ok, fin du cours. 21 leviers, critères, instruments de statut social. Ça vous évoque quoi?
En fait, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est ce que je vous ai fait ici, c'est de la théorie. Maintenant, on vit dans un monde qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus fluide, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle élite qui est en train d'apparaître, et c'est des gens comme nous. C'est on se forme sur Internet en permanence. On a de la crypto, on voyage, on est libre, on a nos propres règles. On peut contourner les règles à la con de ce truc-là. On va dans des pays. Pourquoi j'aime être à Dubaï? Parce qu'à Dubaï, à part, si vous voulez, la famille princière, il y a que des nouveaux riches. Il y a que des mecs qui n'avaient rien hier. Il n'y a pas Marie-Astrid et Jean-Charles qui débarquent et qui font oui, on doit passer avant tout le monde. Attends, non, poussez-vous, je dois passer avant parce que je suis Marie-Astrid et Jean-Charles. Non, il n'y a pas ça à Dubaï. À Dubaï, c'est que l'argent qui règne. Et l'argent, c'est réglo. Il n'y a que des nouveaux riches. Et du coup, on n'est pas là avec des conneries des Européens et des Caucasiens occidentaux dans leur délire à la con, de stratification sociale à la con, de système scolaire complètement pipé, de qualité médiocre, mais qui servent juste à valider leurs enfants. Et on les démonte, en fait. En fait, là où règne, finalement, l'injustice de ces règles, en fait, les zones où ces règles sont les plus injustes et où vraiment le jeu est le plus truqué et pipé pour l'élite, ce sont les zones qui sont en effondrement économique aujourd'hui. Pensez-y. Les zones parce qu'en fait, par définition, ce sont des sociétés. En fait, ce que je vous dis au début, c'est qu'un nouveau riche, c'est le signe que la société et l'économie fonctionnent. S'il n'y a pas de nouveau riche, c'est que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, ça périclite, ça dégénère, ça s'effondre. Donc en fait, là où il y a le plus de Marie-Astrid et Jean-Charles, ou équivalent anglo-saxon ou allemand, ce que vous voulez, c'est typiquement des zones en fait où ça ne marche pas économiquement. Parce que c'est sclérosé, parce que c'est loqué. Et donc ça innove pas. Voilà, donc c'est et aujourd'hui, on est sur un terrain de jeu planétaire. Et c'est intéressant de connaître ces règles parce que pour moi, le mieux, c'est pas d'être contre ce système, pour ce système. Le mieux, c'est de pouvoir naviguer dans tous les systèmes. C'est pas comme, c'était ce que je racontais en Andrew Tate, c'était pas mal du tout, c'est qu'Andrew Tate, il analysait les survivalistes. Et le survivaliste, il dit, fuck la société, je vais me barricader vers mon bunker, mon puits et mon panneau solaire. Et mon générateur. Donc en fait, il se définit en opposition à la société. Tout en étant conditionné par elle. Ce que disait Tate, et ce qui est super intéressant, c'est une des idées que j'aimais beaucoup chez ce mec, c'est, non, mais t'as pas à faire ça. En fait, être un survivaliste, c'est être off the grid en anglais. Et un grid, c'est un réseau, pour faire simple, quoi. Et lui, il te dit, non, multiple grid, soit sur plein de réseaux. Oui, t'as un pied à terre à Dubaï, t'as un réseau professionnel à Kuala Lumpur, t'as de l'investissement immobilier au Cape Town, t'es dans telle communauté crypto qui sont à Singapour, à Dubaï et au Panama. Tu vois, tu voyages, t'as 3 passeports, t'as un réseau planétaire et tu connais des gens dans plein de métiers différents, dans plein de pays différents, de plein de langues différentes, avec plein de backgrounds différents. C'est ça ce qui est intéressant, c'est ça le game. Parmi les Charles-Henri, il y a plein de mecs super smart et brillants qui ont accès à plein de choses. Ça vaut le coup d'être pote avec eux. C'est pas intéressant. Mais c'est aussi intéressant d'être pote avec un mec qui peut foutre des droites et régler des problèmes quand il y a un souci. Je suis pas pour la violence, mais il faut être réaliste. Il faut jouer sur tous les tableaux. Je dirais, le pragmatique moderne, aujourd'hui, il joue sur tous les tableaux. Il comprend les codes des différents tableaux. C'est soit, je dirais, les codes écrits ou non écrits. Que ce soit les codes, ça peut être tout ce qui est un peu culturel, etc., les normes sociales, mais ça peut être aussi les taxes, les règles, les lois, etc. Donc, il comprend les codes, les règles écrites et non écrites des différents tableaux, et il peut jouer sur les différents tableaux, il peut les mettre en concurrence, en compétition. C'est ça le game. N'oubliez pas, hein, on vit une période très complexe. Ce sera les mots de la fin. On vit une période très complexe. Bordel migratoire, bordel climatique, bordel géopolitique, bordel sécuritaire, bordel sanitaire, bordel technologique. C'est très, très, très... C'est le bordel, quoi. Quand la poussière sera retombée, il restera une poignée de multimillionnaires nomades et quasi immortels, d'un côté, et de l'autre côté, il restera 500 millions d'esclaves. Ne me demandez pas où sont passés les autres. Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra. Je file, j'ai un rendez-vous, ok? Merci à tous d'être passés, c'est cool. Ciao, ciao.